Hello, comment ça va today? Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler d'une pathologie qui touche plus d'une femme sur 10 et qui me concerne personnellement, le SOPK ou syndrome des ovaires polykystiques. Dans cet épisode, je vais vous expliquer simplement ce qu'est le SOPK, comment on le diagnostique, quels sont les effets sur le corps et surtout je vous partagerai mon expérience parce que derrière les termes médicaux, il y a des vies, des parcours, des doutes et beaucoup de questions. On parle encore trop peu des pathologies spécifiquement féminines, alors il est temps d'ouvrir la parole, de lever le voile et de mettre des mots sur ce que vivent des millions de femmes. Même si, je vous l'accorde, le sujet commence doucement à se démocratiser et franchement, tant mieux. Le SOPK reste pourtant une pathologie encore peu explorée, beaucoup la considèrent comme bénigne, alors qu'il n'existe aujourd'hui aucun traitement curatif, seulement des traitements dits symptomatiques. Et personnellement, je n'arrive pas à me résoudre à coller l'étiquette de maladie bénigne sur quelque chose qui impacte autant le quotidien, le corps, le mental, et parfois même la façon dont on se projette dans l'avenir. Qu'on le veuille ou non, le SOPK change des choses, il marque, il bouscule, et il mérite d'être pris au sérieux. Alors aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans mon histoire avec le SOPK, un épisode pour vous informer, mais surtout pour témoigner, partager et peut-être pour vous faire sentir un peu moins seul si vous vous reconnaissez dans mes mots. Alors, installez-vous confortablement, on est parti. Comme d'habitude, j'ai écrit une intro et une conclusion, ainsi qu'un certain nombre de points que j'aimerais aborder avec vous, et on commence maintenant. Ok, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde, je pense qu'on va partir d'un ordre chronologique, c'est-à-dire de la première fois où j'ai eu mes menstruations jusqu'à aujourd'hui, et je vais vous expliquer comment tout s'est passé, je vais vous expliquer le diagnostic et tout ça. Bref, je vais tout vous dire, mais je pense pour que ce soit plus simple pour tout le monde, il faut mieux partir du début et puis arriver doucement jusqu'à aujourd'hui. On commence à l'aube de mes 12 ans. La petite Yo-Yo découvre qu'elle a ses menstruations pour la première fois de sa vie. Je m'en souviendrai toujours. Je me souviens que le jour juste avant mes règles, en fait, j'étais dans la cuisine avec ma mère et je lui disais punaise, je comprends pas. J'ai mal au ventre, c'est chaud, genre ah ça me fait mal, j'ai mal au dos, j'ai envie de dormir, j'en ai marre et tout. Et ma mère, bah à cette époque-là, elle se disait bon bah t'as une petite grippe, rien de spécial. Et non, non, non. Le lendemain, elles étaient arrivées pour la première fois. Et vraiment, ça m'a pas posé plein de questions. Je me suis pas dit, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Genre, je savais ce que c'était et tout, donc ça m'a pas posé plein de questions. Juste, j'avais un peu honte. Et c'est tellement dommage d'avoir honte de ça, parce que c'est tellement naturel. Mais j'avais un peu honte. Je me souviens que je n'osais pas trop le dire. J'étais en mode, oh là là, on va se moquer de moi, nanana, nanana. Donc voilà. Mais ça s'est très bien passé. Donc, la petite Yo-Yo, elle a ses règles, c'est super. Mais en fait, depuis le début, je n'ai jamais eu des menstruations régulières. C'est-à-dire que depuis que j'ai 12 ans, je n'ai jamais eu mes règles tous les mois. Parfois, je les ai tous les 3 mois. Parfois, je les ai tous les 1 an. Parfois, pendant 2-3 mois, je les ai normalement. Puis ça repart, puis ça revient. Ça a jamais été linéaire, ça a jamais été lisse, ça a jamais été quelque chose de très calé, entre guillemets. J'ai jamais été réglée parfaitement comme pas mal de personnes. Donc, jusqu'à mes 14-15 ans, ça m'inquiétait pas plus que ça, parce qu'on sait qu'au début des ménarches, les premières années, c'est jamais très bien régulé. Il y a, voilà, c'est souvent irrégulier. C'est pas très cadré, quoi. C'est le temps que ça se mette en route, ça demande quelques années. Et puis souvent, au bout de 2-3 ans, ça commence à se réguler et tout ça. Et puis vers mes 15 ans, j'avais toujours pas mes règles. Il y a des fois, je les avais pas pendant 1 an, quoi. Et je me disais, mais quand même, c'est un peu longué, quoi. C'est un peu longué de pas avoir ses règles pendant 1 an. C'est bizarre et tout. Bon. Je vais voir ma médecin de famille, qui était, voilà, que je connaissais depuis toute petite. Je vais la voir. Je lui dis, oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et je lui dis, bah voilà, moi, j'ai pas mes règles depuis 1 an. C'est quand même bizarre et tout. Elle me fait, oh ouais, oh oui, c'est bizarre. Mais bon, t'as 15 ans. Donc bon, c'est normal que ça soit pas encore totalement réglé. Et puis il y a le stress aussi qui joue. Enfin frère, le stress, j'avais 15 ans, j'allais très bien. C'est une des périodes de ma vie justement où j'allais plutôt bien parce que avant il y avait le harcèlement, le machin. Bon, à 15 ans, il y a eu un événement assez traumatisant que je vous en parlerai peut-être un jour, peut-être un jour. Mais ce que je veux dire, c'est que j'allais, c'est un peu con de dire ça, mais j'allais plutôt bien, entre guillemets, j'allais bien. Donc je me disais le stress, enfin, c'est bon, je suis au lycée, il y a pas grand stress, hein, ça va. Enfin, je suis un peu stressée avant mon devoir de maths, mais voilà quoi, rien de foufou quoi. Donc je me dis ne pas avoir ces règles pendant 1 an parce que je suis un peu stressée pour le devoir de maths, ça me semble un petit peu exagéré. Le temps passe, je me dis why not, et puis j'arrive vers 18 ans, toujours pas mes règles régulières. J'avais des douleurs à ce moment-là, j'avais quand même pas mal de douleurs. Et je retourne voir un médecin. Donc c'était pas le même. Et je lui dis, bah putain, c'est bizarre, ça fait quand même 6 mois que j'ai pas mes règles. Bah ça va, sinon, voilà, j'ai pas spécialement de douleurs. Alors je sais que quand je les ai, elles sont assez hémorragiques et puis c'est assez douloureux, mais voilà, j'ai pas spécialement d'autres symptômes, tout ça. Il me dit, oh d'accord, bah c'est un petit peu bizarre, mais ok, bon bah d'accord. Non, mais ça doit être le
stress. Commencez à me faire chier avec votre stress de merde, pardon, désolé, mais enfin franchement, il y a un moment donné, je veux bien être un peu stressée, mais je suis pas la personne la plus stressée du monde entier. Et mettre tous les malheurs du monde de la femme sur le stress, il y a un moment donné, c'est bon quoi. Enfin, je sais pas, genre, faut arrêter de mettre, genre, dès qu'une femme a une pathologie, j'ai l'impression que c'est le stress. Ah, vous êtes un peu fatigué. Ah, c'est le stress. Ah, vous avez ça, vous avez mal au cœur. Ah, c'est le stress. Mais ta gueule avec ton stress, tu me fais chier. Voilà, je dis les termes, je dis les termes. Bref. Donc voilà, on me dit, bon écoutez madame, c'est le stress, donc rentrez chez vous, tout va bien se passer. J'étais en mode, mais ils commencent à me saouler avec leur stress de merde. Donc je rentre chez moi, 2 années se passent et j'ai à peu près 20 ans. Et là, je me dis, il y a un moment donné, ça fait 8 ans que j'ai mes règles, 8 ans qu'elles ne sont pas régulières, que parfois elles me font mal, que j'ai des symptômes très clairs quand même, c'est-à-dire que, ouais, jusqu'à ma vingtaine d'années, j'avais quand même pas mal d'acné. En fait, j'ai toujours eu aussi du mal à perdre du poids, c'est-à-dire que depuis mes 12 ans, depuis que j'ai mes règles, j'ai pris un petit peu de poids et j'ai jamais pu réellement le perdre, notamment au niveau du ventre. Au niveau du ventre, j'ai une bouée, voilà, une bouée. Elle est toujours là, elle est toujours là. Peu importe ce que je fais, c'est-à-dire que je peux faire, je sais que pendant un moment, pendant ma période un peu de TCA, je sais pas si on peut dire TCA, mais j'avais vraiment des problèmes avec l'alimentation et je faisais énormément de sport et à ce moment-là, bah j'avais des abdos, j'étais vraiment musclée en mode musclore et tout et j'avais toujours cette bouée. Cette bouée au niveau du ventre qui, impossible de la faire partir. Je ne peux pas la faire partir. J'ai beau changer mon alimentation, faire du sport, faire tout un tas de choses en mode oui, alors si jamais, vous voyez, je sais pas si vous voyez les vidéos sur Insta ou sur TikTok en mode alors pour brûler le bas du ventre, faites les abdos comme ça, bam, bam, bam. J'ai essayé de tout faire. Elle ne veut pas partir. Elle et moi, c'est love to love, c'est forever together. Donc voilà, maintenant je l'ai compris. Je suis en mode ok, tu veux rester avec moi, on va rester ensemble, y a pas de souci. Mais voilà, c'est ce truc là, je suis en mode putain, c'est trop bizarre. Pourquoi je ne peux pas perdre le gras de ce ventre? Pourquoi il reste là? Et donc j'avais toujours pas mes règles, genre c'est toujours pas régulier. Vu que mes règles sont pas régulières, je n'arrive pas à savoir quand je vais avoir mes règles, forcément, parce que ça vient vraiment comme ça, là, hop, 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 on ne sait pas quand. Voilà, c'est le plaisir, c'est on ne sait pas, on se lève un matin, hop, ah d'accord, ok, pourquoi pas. C'est pas régulier. Et donc du coup, moi, quand même, juste avant mes règles, j'ai quand même un syndrome prémenstruel très hardcore. Mais quand je vous dis très hardcore, ça peut aller jusqu'aux idées d'air. Vous comprenez ce que je veux dire? Vraiment, c'est hardcore, j'ai des pensées noires, je suis vraiment déprimée, je vais morfondre dans mon lit, c'est vraiment très hardcore. Et du coup, moi, j'avais du mal à le comprendre parce que, en fait, ça fait quelques années que je trouve que je suis beaucoup plus déprimée, que je vais pas bien, que je me sens déprimée, tout ça. Et je trouve que pendant ces périodes-là, juste avant mes règles, il y a cette période où là, vraiment, je suis au fond du gouffre et je suis au bout du rouleau, mais vraiment au bout du rouleau. Je dis tous ces symptômes, donc du coup, à ce fameux médecin, je lui dis, écoutez quand même, s'il vous plaît, écoutez-moi, pour une fois, écoutez ma parole. Je vous dis que j'ai mes règles qui sont irrégulières depuis maintenant 8 ans. Ça fait 8 ans, donc ça fait longtemps, que j'ai parfois des douleurs, que j'ai de l'acné, que je n'arrive pas à perdre du poids et que j'ai un SPM de l'enfer sa mère. Vraiment de l'enfer. Donc est-ce que, s'il vous plaît monsieur, vous voulez bien faire une prise de sang et faire tout ça? On me dit ok, vas-y, on va faire une prise de sang. On fait une prise de sang et il s'avère que j'ai la testostérone un petit peu élevée. On me dit d'accord, très bien, bon bah vous avez un peu la testostérone élevée. Et on me dit bah on va vous faire une écho des ovariennes. Une écho ovarienne, donc c'est une écho, si jamais vous devez en passer une, je vous préviens parce qu'on peut penser qu'une écho c'est sur le ventre. Non. Une écho ovarienne, en tout cas dans ce cas-là, c'est une écho intravaginale. Donc c'est-à-dire que c'est une écho invasive. On vous met quelque chose in the vagin. Donc, je vous préviens, parce que moi, la première fois que j'ai fait ça, je m'y attendais pas du tout. Et la gynéco avec qui je l'ai fait, elle était horrible. Elle m'a rien prévenu, enfin, elle m'a prévenu de rien. Genre, vraiment, elle m'a foutu le bordel. J'étais en mode, wow, calma, s'il te plaît. C'était un enfer, j'ai détesté cette expérience. Donc, je vous préviens, c'est une échographie intravaginale. Donc, voilà, soyez prêtres à ça déjà. Essayez de prendre un bon gynéco, parce que, ou un bon médecin, enfin, quelqu'un qui va vous faire cet examen, que ce soit une bonne personne, parce que vraiment, moi, la première personne qui m'a fait cet examen, c'était l'enfer. Elle me parlait pas, elle m'a fait mal, enfin, elle m'a pas prévenu. C'était une catastrophe. Une catastrophe. Au niveau du diagnostic, parce que là je vous ai donné quelques petites informations. Le diagnostic du SOPK, comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours immédiat et c'est souvent un parcours un peu long parce que malheureusement on vous écoute pas et aussi parce que il y a quelques signes qui apparaissent avec le temps. Je vais vous expliquer après. En général, il repose sur 3 critères principaux et il suffit d'en avoir au moins 2 pour poser le diagnostic. Le premier, ce sont des cycles menstruels irréguliers, voire absents, signe que l'ovulation ne se fait pas correctement. Le deuxième, ce sont des signes d'hyperandrogénie, soit visibles comme l'acné ou la pilosité excessive, soit détectés par une prise de sang montrant un déséquilibre hormonal. Et le troisième critère, c'est l'échographie des ovaires, qui peut montrer des ovaires contenant de nombreux petits follicules, souvent appelés à tort kystes,
en périphérie de l'ovaire. C'est l'association de ces éléments, l'écoute des symptômes, les analyses sanguines et l'imagerie qui permettent de poser un diagnostic. Et parfois, malheureusement, il faut du temps, plusieurs rendez-vous et beaucoup d'insistance pour être enfin entendu. Donc moi, je vous ai dit, j'ai commencé à me poser des questions à partir du moment où j'ai 15 ans. J'ai été diagnostiquée cette semaine. Voilà, cette semaine, on m'a posé le diagnostic. Parce que ça fait 1 an, voire 2, qu'on me fait miroiter, qu'on me dit « Ah, c'est peut-être de l'endométriose, c'est peut-être du SOPK, on sait jamais, on me dit les deux, un coup on me dit que c'est les deux. » Parce que je me souviens, dans un podcast, je vous avais dit que j'avais de l'endométriose. Parce que en fait, un coup on me dit que c'est les deux, un coup on me dit que c'est qu'un, et puis en fait non, c'est l'autre, et puis c'est l'autre. Bref, ça m'a saoulée, j'ai refait les examens, et il s'avère que j'ai le SOPK. Donc, j'ai commencé à me plaindre à partir du moment où j'avais 15 ans. J'en ai aujourd'hui quasiment 24, donc j'ai attendu 9 ans, presque 9 ans, pour être diagnostiquée. Le problème avec le SOPK, c'est que parfois certains signes arrivent avec le temps. Par exemple, moi j'ai toujours eu une testostérone élevée qui est un des signes du SOPK, mais la première échographie des ovaires que j'ai faite il y a de ça du coup 4 ans était négative, c'est-à-dire que les ovaires étaient normaux. Et par contre, là, lundi dernier, j'ai fait une nouvelle échographie ovarienne, et là elle était bien positive, il y avait bien des follicules, plein de follicules en périphérie au niveau de l'ovaire. Donc c'est pour ça aussi que le diagnostic est parfois un peu long, c'est que tous les éléments ne se rassemblent pas en même temps, et c'est le problème. Mais moi, ce qui m'énerve vachement, c'est qu'on met énormément de temps à nous écouter, et qu'on met énormément de temps à nous comprendre. Moi, ça m'énerve quand même. Ça fait des années que je m'en plains, que je dis que ça va pas, qu'il y a un truc qui va pas, et ça s'est vraiment empiré, je trouve, aux alentours de mes 19-20 ans, où là, il y a vraiment eu un switch en termes de symptômes, et personne ne m'écoutait. Tout le monde me disait que c'est le stress. Concernant les symptômes généraux du SOPK et les effets sur le corps, donc le syndrome des ovaires polykystiques ne se manifeste pas de la même façon chez toutes les femmes. Et c'est aussi pour ça qu'il est parfois difficile à reconnaître. Mais il existe quand même des symptômes qui reviennent souvent. Le plus fréquent, ce sont des troubles du cycle menstruel, des règles irrégulières, très espacées, voire totalement absentes. Chez certaines femmes, l'ovulation est rare ou inexistante, ce qui peut compliquer un projet de grossesse. Et attention, chez certaines femmes, il y a aussi l'opposé, c'est-à-dire des règles qui sont très régulières, voire trop régulières, par exemple toutes les 2 semaines. Donc ça aussi, ça peut être un symptôme, c'est ce que me disait le médecin, donc je vous le dis. Le SOPK est aussi lié à un déséquilibre hormonal, notamment un excès d'hormones dites masculines, donc les androgènes. Donc ici, par exemple, on va mesurer la testostérone. Cela peut entraîner une pilosité plus importante sur le visage, le ventre ou le dos, de l'acné persistante, notamment au niveau du menton, et parfois une chute de cheveux et une peau plus grasse. Donc moi, j'ai la peau plus grasse, j'ai la chute de cheveux. J'avais à l'adolescence l'acné persistante. Maintenant, ça va mieux parce que avec l'hygiène de vie que j'ai adaptée à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais quand même pas mal de symptômes. Sur le plan métabolique, beaucoup de femmes atteintes de SOPK souffrent d'une prise de poids ou de difficultés à en perdre, même avec une bonne hygiène de vie. Le corps peut aussi devenir plus résistant à l'insuline avec le temps, ce qui augmente le risque de diabète à long terme, et bien sûr de cholestérol. Et puis, il y a tout ce qu'on voit moins, la fatigue chronique, les variations d'humeur, l'anxiété, la baisse de l'estime de soi. Parce que quand le corps ne fonctionne pas comme on le voudrait, le mental en prend souvent un coup aussi. Bien sûr, il y a une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires dues au cholestérol. Voilà, donc moi quand on me dit le terme « votre maladie, madame, est une maladie bénigne », je ne suis pas forcément d'accord. Elle a quand même un énorme impact, surtout à long terme, où elle peut augmenter par exemple le diabète, le cholestérol, les facteurs de risque cardiovasculaire, et où elle demande une certaine hygiène de vie. Moi, je suis pas du tout d'accord avec le fait que ça n'ait pas d'impact. Et en plus, moi, je trouve que quand on parle du SOPK, on parle souvent des symptômes physiques. Mais ce qu'on évoque beaucoup moins, c'est l'impact sur la santé mentale, et pourtant, il est bien réel. Vivre avec le SOPK, c'est vivre avec un corps parfois imprévisible, des règles qui ne viennent pas ou trop peu, des changements physiques qu'on ne reconnaît pas toujours, et à la longue, ça peut créer un vrai sentiment de perte de contrôle. Beaucoup de femmes atteintes de SOPK souffrent d'anxiété. L'incertitude, les rendez-vous médicaux à répétition, les questions autour de la fertilité ou de la santé future peuvent aussi devenir pesantes. On anticipe, on s'inquiète et on rumine. Il y a aussi la dépression qui est plus fréquente chez les femmes avec un SOPK. Les fluctuations hormonales jouent un rôle, mais pas seulement. Le regard porté sur son corps, l'acné, la pilosité, la prise de poids ou la chute de cheveux peuvent profondément toucher l'estime de soi et l'image corporelle. Certaines femmes ressentent une forme de culpabilité ou de honte, comme si leur corps les trahissait. D'autres se sentent incomprises, minimisées, surtout quand le SOPK est qualifié de bénin. Moi, je trouve que ça, c'est horrible de dire que c'est bénin. Pour moi, c'est une maladie chronique et point, c'est pas bénin, il y a un impact. Ce manque de reconnaissance, malheureusement, peut renforcer un sentiment d'isolement. Et puis, il y a la fatigue mentale, celle de devoir tout gérer, l'alimentation, les traitements, les symptômes, les examens. Être constamment en alerte peut mener à un épuisement émotionnel. Malheureusement, pour les SOPK, il n'y a pas de traitement. On peut traiter les symptômes, c'est-à-dire qu'on peut essayer de les diminuer, notamment avec des pilules ou avec tout un tas de traitements symptomatiques qui peuvent traiter les symptômes du SOPK, mais on ne cure pas, c'est pas curatif, on ne peut pas l'enlever, c'est une maladie chronique. Et moi, ça, c'est un truc qui m'énerve, c'est que j'ai
l'impression que tout le monde s'en tape. Il y a peu de recherches sur le SOPK, il y a peu de recherches sur les traitements, il y a peu de recherches sur plein de choses, alors que moi, j'ai vraiment l'impression que ça impacte ma vie. Par exemple, j'ai une fatigue chronique, j'arrête pas de dire que je suis tout le temps fatiguée, et on me dit que je suis juste stressée. Moi, je suis persuadée que ça a un lien avec le SOPK, puisque ça a un lien avec les hormones. Je pense que ça joue sur ma fatigue, je pense que ça joue énormément sur mon humeur, sur ma façon de voir les choses, sur ma façon de ressentir les choses, parce que je vous dis souvent que j'ai cette petite déprime qui est toujours un petit peu là. Alors, je suis pas non plus en dépression, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que ça va plutôt bien, mais j'ai toujours ce fond un peu déprimé, un peu voilà. Et je suis sûre que ça a un impact, que ça a une cause, un lien de causalité avec ça, mais personne ne me croit parce qu'il n'y a pas de, comment dire, d'expérience ou de recherche là-dessus. Et on me dit juste que mais non, c'est SOPK, c'est une maladie bénigne, ne t'inquiète pas, voilà, ça fait rien, ça fait pas grand-chose, t'as juste les règles un peu moins souvent et c'est tout. Mais non, en fait, moi je suis pas d'accord. Moi je trouve que ça fait plein de choses et plein de choses dont on ne parle pas. Et je suis persuadée que ça a un lien étroit avec l'état mental. Je suis persuadée que le SOPK a un lien étroit avec l'état mental. Et moi ce qui m'énerve aussi, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Moi quand j'ai été diagnostiquée lundi SOPK, on m'a dit bah écoute, il y a pas de traitement, juste voilà, t'es SOPK, point final. On m'a laissé sortir comme ça de la consultation et je suis pas forcément d'accord parce que ça impacte ta vie sur plein de choses et il faut essayer de mettre des règles hygiéno-diététiques autour de ce SOPK, notamment au niveau de l'alimentation. Il faut essayer de manger bien et de manger parce qu'en fait souvent les femmes qui ont un SOPK ont une résistance à l'insuline et donc cette résistance à l'insuline à terme peut donner un diabète. Donc il faut essayer d'adapter son repas et son alimentation pour que justement diminuer cette résistance à l'insuline. Il faut aussi faire du sport pour essayer de maintenir une bonne hygiène corporelle pour justement diminuer les facteurs de risque de diabète, de cholestérol et de tout ce qui s'ensuit et aussi améliorer son humeur parce que ça joue énormément. Je suis désolée. Il y a plein de choses qui ont un impact. Moi, je suis désolée, ne pas savoir quand je vais avoir mes règles, avoir des cadeaux comme ça là, une fois par an ou 2 fois par an où on sait pas, c'est tellement irrégulier que tu sais pas. Souffrir d'un SPM que tu oublies parce que vu que tu n'as pas tes règles pendant un an, après tu as tes règles un jour et t'as un putain de SPM qui te nique ta race et t'as l'impression que tu vas clamser, ça n'a aucun sens. Alors moi je dis ça parce que je dis que j'ai ça tous les 1 an parce que voilà, je donne un exemple au pif, mais par exemple les femmes qui en souffrent tous les mois, ça va être encore pire. Et je suis désolée, moi je suis sûre que ça agit sur mon humeur, que ça agit sur ma façon d'être, que ça agit sur ma sensibilité, ça agit sur plein de choses et ça on prend pas en compte et ça m'énerve, vraiment ça m'énerve. On le sent dans moi, je suis tendue. Personnellement au niveau des symptômes qui sont associés au SOPK, en tout cas j'ai l'impression, c'est que j'ai un syndrome de l'intestin irritable, donc j'ai ça depuis que j'ai 15 ans. Et par exemple moi le matin, si je prends un petit déjeuner, ça va déclencher un mal de ventre et donc du coup ça va finir aux toilettes. Je vais pas vous faire un dessin mais voilà, en gros moi c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que ça se déclenche le matin. Avec le temps j'ai réussi à réguler, parfois j'arrive à prendre des petits déjeuners, souvent faut que je fasse quelque chose, par exemple si je vais promener le chien pendant 1 heure dehors puis je rentre, là je peux prendre un petit déjeuner. Et par contre si je me lève et que je prends un petit déjeuner directement, ça marche pas, faut que j'attende 1 ou 2 heures avant de prendre un petit déj. Enfin bref, il y a tout un tas de petits calculs à prendre en compte et c'est assez relou j'avoue, mais je pense que ça a un lien avec le SOPK. Je crois qu'il y avait une étude qui montrait un lien entre le syndrome de l'intestin irritable et le SOPK. J'ai plus le lien du truc, faudrait que je trouve. Je sais pas si je vais réussir à trouver, hein, parce que bon voilà. C'est un avis personnel, je pense qu'il y a un lien entre les deux. Et c'est assez incommodant en réalité parce que c'est très chiant. Pareil, j'ai pas mal de ballonnements au moment de l'ovulation. J'ai un bide qui est gonflé, on dirait que je suis enceinte de 2 mois et ça me fait mal. Dès que je mange, en fait, j'ai l'impression que ça m'appuie. Et en fait, il y a une douleur qui s'irradie dans le dos. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais quand je suis à ce moment-là, mon ventre est très gros, très gonflé, très dur. Et quand je mange, bah ouais, il y a une douleur qui s'irradie dans le dos. C'est très bizarre. Ça fait mal au ventre. Enfin, c'est chiant en fait. Et au début, je pensais que c'était de l'endométriose. Apparemment, ça n'en serait pas. Bon. Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, c'est assez incommodant. Donc moi, les principaux symptômes que j'ai, c'est vraiment les troubles de l'humeur, je trouve. J'ai vraiment du mal avec mon humeur. Une labilité émotionnelle, je sais pas comment expliquer, mais vraiment les troubles de l'humeur, je suis pas toujours happy. Des fois, j'ai des jours où je suis au fond du trou. Il y a des jours où ça va beaucoup mieux et tout ça. Enfin, c'est très compliqué. Il y a ce truc du matin que j'ai réussi au fur et à mesure du temps à réguler. J'arrive un peu plus à manger le matin. Mais souvent, il faut que voilà. Je me connais en fait. Je connais les signes de mon corps qui me disent si oui ou non je peux manger. C'est tout con, mais tu te lèves le matin, tu sais si tu peux pas manger ou si tu peux manger. Et il y a cette douleur là pendant les ovulations, le SPM où j'ai un mal de dos, le ventre qui gonfle et j'ai mal au dos, mais vraiment très très mal. Et j'ai mal au ventre, je peux pas manger, je suis pas bien, j'ai même du mal à marcher des fois tellement ça me fait mal, je suis pliée en deux et j'ai du mal à marcher. C'est vrai ridicule, hein, vraiment ça me fait vraiment très mal. Et voilà, et à chaque fois on me dit mais non, vous inquiétez pas madame, c'est le stress, tout va bien se passer. Non, je pense pas que c'est le stress, je pense que ça a un lien avec le SOPK. Malheureusement, les liens n'ont pas été trouvés scientifiquement parlant, donc forcément dès que
je dis ça, c'est pas sûr à 100%, c'est moi, c'est une hypothèse, mais vu que ce n'est pas prouvé, peut-être que personne va me croire et peut-être que tout le monde va dire que j'affabule, mais je suis persuadée qu'il y a un lien entre les deux. Et tout ça pour dire que voilà, il y a énormément de symptômes autour du SOPK qui sont encore très peu explorés. Le SOPK en règle générale est assez peu exploré et j'avais envie d'ouvrir la parole là-dessus parce que en fait ça me fatigue de vivre avec ça et qu'on me dise mais non mais vous inquiétez pas, c'est une maladie bénigne, il y a pas de traitement et vous allez très bien vivre avec. Non, je vis pas très bien avec en fait, pas du tout. Qu'on minimise un peu ce que je ressens, en vrai ça me fait chier, vraiment ça me fait chier. C'est pour ça que je prends la parole, je prends le micro pour dire ce que moi ça me fait et voilà, peut-être que c'est pas du tout pareil pour vous parce que chaque SOPK est totalement différent, mais j'avais besoin d'en parler, sachant que j'ai été diagnostiquée officiellement, vraiment officiellement lundi, même si je m'en doutais un petit peu avant que j'avais ça, enfin même je m'en doutais même pas un petit peu, j'en étais sûre que j'avais le SOPK, mais là c'est officiel, j'ai tous les critères, échographique, testostérone et les cycles irréguliers, donc c'est officiel, j'ai bien un SOPK, mais on me dit quand même que c'est rien, que je vais vivre ma vie normalement et que rien va se passer, qu'il y aura aucun impact, alors que je suis pas du tout d'accord et que je trouve qu'il y a un énorme impact et il y a un moment donné, faut en parler quoi, faut en parler. Au niveau des traitements, moi on m'a proposé la pilule, sauf que personnellement je ne suis pas pour. Non pas que je sois contre des traitements ou contre les médicaments, tout ça, mais juste j'ai pas envie de prendre la pilule, je trouve qu'elle a beaucoup d'effets secondaires et c'est pas quelque chose qui me plaît. Pareil pour l'implant, pareil pour tout ce qui est hormonal en fait, ça m'intéresse pas, j'ai pas trop envie et vu que c'est pas quelque chose d'obligatoire, par exemple, c'est pas comme si j'avais une pneumonie et que je devais prendre un antibiotique, là c'est pas obligatoire de prendre la pilule donc du coup je ne la prends pas parce que c'est pas quelque chose qui me convient. Moi les préservatifs me conviennent très bien, voilà, jusqu'à maintenant ça me convient très bien comme contraception. Donc je ne prends pas de pilule et tout ça même si je sais que ça peut parfois améliorer le SPM ou ça peut améliorer les cycles et tout ça, je n'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie, j'ai envie de plus me concentrer sur mon corps et d'essayer de l'écouter et de trouver des solutions par moi-même, avec le yoga, la méditation, avec le sport, avec l'alimentation, avec l'écoute de soi et tout. Donc j'essaie de comprendre mon corps et de comprendre comment il fonctionne pour justement être aligné avec lui-même et pas être en lutte. Je sais pas, j'ai pas envie d'être en lutte avec moi-même, ça n'a aucun sens je trouve. Et donc j'ai envie de trouver un équilibre, une certaine harmonie. Je sais qu'il y a certains compléments alimentaires qui peuvent marcher. Il y a le myo-inositol qui a eu quelques effets bénéfiques sur quelques recherches scientifiques qui montrent que voilà, il a un effet, il améliore en fait les symptômes du SOPK et il améliore aussi les cycles, il peut les rendre plus réguliers, il améliore la fertilité. Donc le myo-inositol, je sais que c'est un complément alimentaire qui a un réel effet pour le SOPK, notamment dû aux recherches qui ont été faites. Après sur tous les autres compléments alimentaires comme le zinc, le magnésium ou tout plein de choses qui peuvent être parfois intéressants pour les SOPK, il n'y a pas réellement d'études qui prouvent que ça marche, hormis sur le myo-inositol qui prouve qu'il a un effet modéré sur le SOPK. Donc ça c'est intéressant de le savoir. Mais voilà, sinon il n'y a pas de traitement et juste on vit comme ça. Et je trouve que c'est hyper pénalisant de dire à quelqu'un que c'est une maladie bénigne alors que pour moi c'est une maladie chronique et qu'il faut juste savoir la prendre en charge. Par exemple, pour moi la psychothérapie c'est une prise en charge du SOPK parce que le SOPK, selon moi, agit énormément sur l'humeur, sur la fatigue, sur les émotions. Et donc, en parler à un psy, apprendre à se connaître, apprendre à me poser ses limites, apprendre à trouver son équilibre, je trouve que c'est essentiel, tout comme le sport, l'alimentation et tout plein de choses dont on ne parle pas à une consultation de diagnostic. Moi, on m'a diagnostiqué le SOPK ce lundi avec une biologie et une échographie qui était positive, plus les cycles irréguliers, donc j'ai 3 critères. On m'a dit que j'avais un SOPK et on m'a laissé sortir comme ça, sans me donner d'astuces, sans me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mes symptômes. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Donc si j'ai voulu faire cet épisode aujourd'hui, c'est parce que pendant longtemps, je me suis comparée à celles qui ont des cycles normaux, à celles qui n'ont pas à surveiller leur alimentation en permanence, parce que oui, j'ai tout un tas de symptômes qui font que je dois surveiller mon alimentation, parce que après j'ai le ventre qui gonfle, j'ai des maux de dos, j'ai tout un tas d'autres symptômes à côté qui font que si je ne mange pas d'une certaine manière, je trouve que ça a un réel impact sur le SOPK. Je me suis comparée à celles qui se sentent bien dans leur corps sans avoir l'impression de lutter contre lui tous les jours. Et moi, je ne veux plus lutter, je veux justement trouver une harmonie avec lui. Le SOPK m'a appris que la comparaison peut devenir violente quand on vit avec une maladie invisible, parce que de l'extérieur tout va bien, mais à l'intérieur il y a la fatigue, les douleurs, les hormones en vrac, les émotions qui débordent et ce sentiment de ne jamais être comme il faut. Pendant des années je ne savais pas ce que j'avais, je pensais que j'exagérais, que c'était dans ma tête, que je devais juste faire plus d'efforts. Et ne pas savoir, c'est parfois encore plus dur que le diagnostic lui-même. Ça fait douter de soi, de son corps, de sa légitimité. Aujourd'hui, mettre des mots sur le SOPK, c'est aussi reprendre un peu de pouvoir, comprendre que ce n'est ni une faiblesse ni un manque de volonté, que nos corps fonctionnent différemment et que cette différence mérite d'être respectée. Si vous écoutez cet épisode et que vous vous reconnaissez, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Vos symptômes sont réels, votre fatigue est légitime et vous avez le droit d'arrêter de vous comparer à des corps qui ne vivent pas les mêmes choses que le vôtre. Merci d'avoir écouté cet épisode et moi je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao.